Personne ne me croit quand je leur raconte ce qui s'est passé. Je le vois dans leurs yeux dès que je commence à parler de ces nuits dans les montagnes. Ils prennent cet air, ce mélange de pitié et de gêne, comme s'ils regardaient quelqu'un faire une dépression nerveuse en direct. Ma propre sœur pense que j'ai tout inventé parce que je n'arrivais pas à gérer le stress que je subissais. Ma psy emploie des mots comme réponse post-traumatique et schéma de reconnaissance hyper vigilant, alors qu'en réalité, elle veut dire qu'elle pense que j'ai tout imaginé. Mais je sais ce que j'ai vu, je sais ce qui m'a pourchassé à travers ces bois. Je sais ce qui a attrapé ma cheville dans l'obscurité et a failli m'entraîner au loin. Et j'ai des preuves. Pas le genre de preuve qui convaincrait un sceptique, mais une preuve suffisante pour moi. Avant que mon camping-car ne soit emmené à la casse, j'ai pris des photos des dégâts. 4 entailles profondes dans la carrosserie en métal, des griffures parallèles qui commençaient à environ 2,10 mètres du sol et descendaient avec une force phénoménale. Le métal était arraché en copeaux, déchiré comme s'il était fait de papier d'aluminium et non d'acier automobile. La chose qui a fait ces marques avait des griffes comme rien de ce qui est censé exister dans les Appalaches. La chose qui a fait ces marques était assez grande pour atteindre 2,10 mètres sans s'étirer. La chose qui a fait ces marques voulait que je sache qu'elle pouvait anéantir tout ce que j'utilisais pour me protéger. Je garde maintenant des copies de ces photos partout, sur mon téléphone, sur mon ordinateur portable, imprimées et rangées dans un coffre-fort ignifugé, sauvegardé sur 3 services de cloud différents. Certains diraient que c'est de la paranoïa. Moi, j'appelle ça m'assurer de ne jamais oublier ce qui s'est passé et m'assurer d'avoir quelque chose à montrer aux gens quand ils rejettent mon histoire. Non que les photos fassent jamais changer qui que ce soit d'avis. Ils les regardent et disent des choses comme « dégâts causés par un ours » ou « vous avez probablement heurté quelque chose sur la route ». Ils ne veulent pas envisager l'autre possibilité. Ils ne veulent pas croire que quelque chose vit dans ces montagnes, quelque chose qui n'apparaît dans aucun guide de terrain, quelque chose qui traque et terrorise quiconque est assez stupide pour s'aventurer trop profondément sur son territoire. Mais je m'emballe un peu. Laissez-moi commencer par le début, avant que tout ne tourne mal. À l'époque où je pensais qu'un séjour en camping en solo était exactement ce dont j'avais besoin pour remettre de l'ordre dans ma vie. 6 mois avant mon voyage, j'ai atteint ce que mon médecin a appelé un burn-out professionnel complet. Je travaillais comme assistante vétérinaire dans une clinique très fréquentée à Columbus, dans l'Ohio, et le métier que j'avais tant aimé était devenu une source d'anxiété et d'épuisement constant. Nous étions en sous-effectif chronique, ce qui signifiait que je faisais régulièrement des gardes de 12 heures, qui se transformaient en gardes de 14 heures, parfois 5 ou 6 jours d'affilée. C'était moi qui devais être là pour les urgences, les euthanasies, les animaux agressifs, les propriétaires en deuil. J'aimais les animaux plus que tout au monde, c'est pourquoi j'avais choisi cette carrière au départ. Mais à un moment donné, le poids émotionnel du travail avait commencé à m'écraser. J'ai arrêté de dormir correctement. J'ai commencé à avoir des crises de panique sur le parking avant mes gardes. J'ai perdu 7 kilos parce que j'étais trop stressé pour manger. Mes relations en ont souffert parce que je n'avais plus rien à donner à personne après avoir quitté le travail chaque jour. Je voulais juste rentrer chez moi, m'effondrer sur mon canapé et fixer le plafond jusqu'à ce qu'il soit temps de repartir et de tout recommencer. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai fait une erreur de médication. Personne n'a été blessé, Dieu merci, mais ça aurait pu être grave, et cet incident m'a secoué jusqu'à la moelle. J'ai réalisé que j'étais si épuisé et dépassé que je devenais un danger pour les animaux que j'étais censé aider. Je suis allé voir mon médecin le lendemain et elle n'a pas mâché ses mots. Elle m'a dit que j'allais droit à l'effondrement si je ne faisais pas de changement sérieux immédiatement. Elle m'a recommandé de prendre un long congé, de suivre une thérapie et de trouver des moyens sains de décompresser. La partie thérapie était déjà en cours. Je voyais quelqu'un depuis environ 2 mois essayant de surmonter le traumatisme accumulé par des années de travail vétérinaire d'urgence. Mais la partie décompression était plus difficile. Je ne suis pas doué pour me détendre.
Je ne sais pas ne rien faire. J'ai besoin d'être active, d'avoir des objectifs, de sentir que j'accomplis quelque chose. C'est là que je me suis souvenu des séjours en camping que mon père m'emmenait faire quand j'étais gamine. Mon père était un homme des bois, un vrai de vrai. Chaque été, il chargeait notre vieux break de matériel de camping et nous emmenait, mon frère et moi, dans un parc d'État ou une forêt nationale pour une semaine de randonnée, de pêche et de nuit à la belle étoile. Ce sont parmi les plus heureux souvenirs de mon enfance. L'odeur de la fumée de bois, le chant des criquets la nuit, le sentiment d'être complètement déconnecté du monde normal, en pleine nature où rien n'importait, sauf l'instant présent. Papa est décédé quand j'avais 23 ans et j'avais à peine refait du camping depuis. Les souvenirs étaient trop douloureux, trop liés au deuil de l'homme qui m'avait appris à aimer la nature sauvage. Mais maintenant, assise dans le cabinet de mon médecin à m'entendre dire que j'étais en burn-out, j'ai soudainement eu envie de retrouver ce sentiment. Je voulais m'éloigner de tout, aller quelque part de si isolé que mes problèmes ne pourraient pas me suivre. Je voulais honorer la mémoire de mon père en me reconnectant avec la nature qu'il aimait tant. J'ai commencé à planifier le voyage cette même semaine. J'ai acheté un camping-car d'occasion à un type de Dayton qui prenait sa retraite des road trips. La bête n'était pas jolie, mais elle était mécaniquement saine et avait tout ce dont j'avais besoin. Un petit lit, une kitchenette minuscule, des rangements pour les provisions et un groupe électrogène pour l'électricité. J'ai passé 1 mois à le retaper, à le rendre confortable, à le remplir de tout ce à quoi je pouvais penser. 2 semaines de nourriture, des packs d'eau en bouteille, des livres, des journaux intimes, du matériel de dessin, des jumelles, des chaussures de randonnée, un imperméable et des couches thermiques, une trousse de premier secours, un couteau de chasse qui avait appartenu à mon père. J'allais faire les choses bien. Le choix du lieu a nécessité quelques recherches. Je voulais un endroit isolé où je pourrais vraiment m'éloigner des gens, du réseau mobile et de tout le bruit de la vie moderne. J'ai envisagé le nord-ouest Pacifique, mais le trajet depuis l'Ohio serait trop long. J'ai regardé les options plus près de chez moi et j'ai finalement jeté mon dévolu sur une étendue sauvage dans les montagnes de Virginie occidentale. J'y étais allé une fois auparavant, des années plus tôt, avec des amis de la fac. Nous avions passé un long week-end à faire de la randonnée et à nous baigner dans les torrents de montagne. Et je me souvenais d'avoir été frappé par l'immensité et l'aspect intact de la forêt. La zone qui m'intéressait faisait partie de la Monongahela National Forest, mais très loin des sentiers battus, accessible uniquement par d'anciennes pistes forestières qui ne voyaient quasiment plus de trafic. Le poste de garde forestier le plus proche était à environ 30 km de l'endroit où je prévoyais de camper. La ville la plus proche était encore plus loin. Je serais complètement seul, ce qui était exactement ce que je voulais. Ma psy s'inquiétait un peu de cet isolement, surtout compte tenu de mon état mental, mais je l'ai convaincu que la solitude était précisément ce dont j'avais besoin. Pas d'urgence à gérer, pas de patron exigeant, pas de cas déchirant, juste moi, les montagnes et le pouvoir guérisseur de la nature. J'ai promis de lui donner des nouvelles à mon retour, et elle m'a fait promettre de partir si je commençais à me sentir plus mal au lieu de mieux. Je suis parti un jeudi matin début octobre. Les couleurs de l'automne commençaient tout juste à atteindre leur apogée, et je me suis dit que le timing ne pouvait pas être plus parfait. 2 semaines dans les montagnes pendant la plus belle période de l'année, 2 semaines de paix, de calme et d'introspection. 2 semaines qui étaient censées m'aider à redécouvrir mon amour pour la vie et mon but. Au lieu de ça, j'ai vécu la pire expérience de toute mon existence. Le trajet depuis Columbus a duré environ 5 heures pour atteindre les abords de la forêt nationale. Après ça, les choses se sont compliquées. Les routes goudronnées ont cédé la place au gravier, puis le gravier à la terre. Et enfin, les chemins de terre sont devenus à peine plus que des pistes envahies par la végétation à travers les arbres. Mon camping-car rebondissait et tremblait sur les ornières et les rochers, le moteur peinant dans les pentes raides. Plusieurs fois, j'ai dû sortir pour déplacer des branches tombées qui bloquaient mon chemin. La forêt se refermait sur moi à mesure que je m'enfonçais.
les arbres devenant plus hauts et plus denses jusqu'à ce que la canopée masque la majeure partie du ciel. C'était comme entrer dans un autre monde, une nature sauvage et primitive qui n'avait pas changé depuis des milliers d'années. Après environ 2 heures de navigation lente et prudente sur ces chemins de traverse, j'ai trouvé l'endroit que je cherchais. C'était une clairière près d'un ruisseau, peut-être 2000 mètres carrés de terrain, découvert entouré de chênes, d'érables et de pruches imposants. Le ruisseau était froid et clair, gargouillant sur des pierres lisses, et je pouvais voir la montagne s'élever derrière la clairière, ses pentes couvertes d'un tapis de feuilles rouges et dorées. L'endroit était exactement comme dans mes souvenirs, peut-être même plus beau dans la lumière de l'après-midi. J'ai garé le camping-car au bord de la clairière, d'où je pouvais voir le ruisseau et la forêt au-delà. Pendant un long moment, je suis restée assise sur le siège conducteur, respirant profondément, sentant la tension commencer à quitter mes épaules pour la première fois depuis des mois. J'y étais arrivé. J'étais là. Pour les 2 prochaines semaines, ce petit coin de nature sauvage allait être mon sanctuaire. M'installer a pris le reste de ce premier après-midi. J'ai mis le camping-car à niveau avec des cales en bois que j'avais apportées spécialement pour ça. J'ai installé mes chaises de camping et la petite table pliante à l'extérieur. J'ai organisé mes provisions pour que tout ait une place et que je puisse trouver rapidement ce dont j'avais besoin. Les tâches banales étaient apaisantes dans leur simplicité. Pas de décision de vie ou de mort, pas de propriétaires d'animaux en colère, pas de collègues qui se portent pâles et me laissent couvrir leur garde, juste moi, mon camping-car et les bruits paisibles de la forêt. Cette première soirée a été tout ce que j'avais espéré. J'ai cuisiné un dîner simple sur mon réchaud de camping, rien d'extraordinaire, juste des pâtes avec une sauce en bocal et quelques légumes que j'avais apportés, mais c'était incroyablement bon. C'était peut-être l'air frais de la montagne, ou peut-être juste l'absence de stress qui rendait tout meilleur. J'ai mangé assise sur ma chaise de camping, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose à travers les trouées dans les arbres. Quand la nuit est tombée, j'ai eu droit à un spectacle d'étoiles dont j'avais oublié l'existence. À force de vivre en ville, je m'étais habitué à la pollution lumineuse qui masquait tout sauf les objets célestes les plus brillants. Ici, sans aucune lumière artificielle à des kilomètres à la ronde, le ciel nocturne était absolument à couper le souffle. Je pouvais voir la Voie lactée s'étirer à travers les cieux comme une rivière de lumière. Je pouvais distinguer des constellations auxquelles je n'avais pas pensé depuis que mon père me les avait apprises quand j'étais enfant. Orion, Cassiopée, la grande ourse indiquant la polaire. Je suis resté dehors jusqu'à ce que le froid me pousse à rentrer dans le camping-car. Et même là, je suis resté éveillé tard, juste à regarder les étoiles par la fenêtre. Le sommeil est venu facilement cette nuit-là, le premier sommeil vraiment réparateur que j'avais eu depuis des mois. Pas de pensées anxieuses pour me tenir éveillé, pas de cauchemars sur le travail. Juste une inconscience profonde et paisible, enveloppée dans mon sac de couchage avec le doux son du ruisseau comme berceuse. Je me suis réveillé le lendemain matin en me sentant vraiment fraîche et dispose, ce qui était un petit miracle vu depuis combien de temps je n'avais pas connu cette sensation. Le soleil filtrait par les fenêtres du camping-car, réchauffant l'intérieur et donnant à tout un air lumineux et plein d'espoir. J'ai préparé du café sur mon petit réchaud à gaz et je me suis assise dehors pour le boire, regardant la brume s'élever du ruisseau dans la lumière du petit matin. La forêt était vivante de sons, des oiseaux s'appelant dans les arbres, des écureuils jacassant en ramassant des noix pour l'hiver à venir et le fond musical constant de l'eau qui coule. J'ai décidé de passer la journée à explorer les environs de mon campement. J'ai préparé un sac à dos avec de l'eau, des encas et le couteau de mon père, et je suis parti sur l'un des vieux sentiers qui partaient de la clairière. Le sentier était envahi par la végétation par endroits, clairement plus entretenu, mais je pouvais encore suivre le chemin effacé à travers les sous-bois. J'ai marché environ 6 kilomètres ce premier matin.
serpentant à travers une forêt dense, traversant de petits ruisseaux sur des pierres, grimpant des pentes douces qui offraient des aperçus occasionnels des montagnes environnantes. À mi-parcours de ma randonnée, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Les vestiges d'une ancienne exploitation minière. Il y avait des pièces d'équipement rouillées éparpillées autour de l'entrée d'un puits effondré, les restes de bâtiments qui avaient pourri jusqu'à leur fondation, et des tas de résidus miniers recouverts de mousse et de fougères. Un panneau en bois, à peine lisible après des décennies d'intempéries, identifiait le site comme la mine de Hollow Creek, fondée en 1892, fermée en 1923. J'ai passé environ 1 heure à fureter sur l'ancien site, prenant des photos avec mon téléphone et imaginant ce que devait être la vie des mineurs qui travaillaient ici il y a plus d'un siècle. L'endroit avait un côté étrange, toutes ces machines rouillées et ces structures en ruine lentement reprises par la forêt. Mais c'était aussi fascinant, un petit morceau d'histoire oublié, caché dans ces montagnes reculées. Je suis rentré à mon campement en fin d'après-midi, agréablement fatigué par l'exercice et l'air frais. J'ai essayé de pêcher dans le ruisseau, mais sans succès. Ce n'était pas grave. Je ne m'attendais pas vraiment à attraper quoi que ce soit, et le simple fait de lancer une ligne et de regarder l'eau était suffisamment relaxant en soi. J'ai cuisiné un autre dîner simple, regardé un autre coucher de soleil spectaculaire, et je me suis couché tôt, me sentant satisfaite et paisible. 2 jours après le début de mon voyage, je commençais déjà à me sentir redevenir moi-même. L'anxiété constante qui m'avait tourmenté pendant des mois commençait enfin à desserrer son étreinte. Je dormais bien, je mangeais bien et j'appréciais réellement ma propre compagnie pour la première fois depuis des lustres. J'ai pensé appeler ma psy pour lui dire que le voyage fonctionnait, mais bien sûr, il n'y avait pas de réseau ici. Je devrais attendre d'être de retour à la civilisation pour partager la bonne nouvelle. Cette nuit-là, je me suis endormi en écoutant le ululement d'un hibou quelque part dans l'obscurité, complètement inconsciente que les choses allaient prendre une tournure terrifiante. C'est le 3e matin que j'ai remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas, même si je ne l'ai pas reconnu comme un signe avant-coureur à ce moment-là. Je me suis réveillé vers 7 heures. J'ai préparé mon café comme d'habitude et je suis sorti pour saluer le jour. C'est là que j'ai vu le bois de chauffage. La veille au soir, j'avais rassemblé un bon tas de branches et de petits bois et je les avais empilés proprement à côté de mon foyer. J'étais fier de mon organisation, triant le bois par taille pour pouvoir facilement faire un feu quand j'en aurais envie. Mais maintenant, ce tas soigneusement arrangé était éparpillé partout. Des morceaux de bois étaient projetés dans toutes les directions, certains à 5 ou 6 mètres de l'endroit où je les avais laissés. Une branche assez grosse avait été plantée dans le sol en biais, comme si quelqu'un l'avait lancée avec une force énorme. Ma première pensée a été qu'un animal s'était introduit dans le camp pendant la nuit. Les ratons laveurs étaient courants dans ces forêts, et ils étaient connus pour mettre le désordre en cherchant de la nourriture. Ou peut-être qu'un ours noir était passé, renversant des choses comme les ours ont tendance à le faire. J'ai vérifié le camping-car pour m'assurer que rien n'avait été endommagé ou forcé, mais tout allait bien. L'animal qui avait éparpillé mon bois de chauffage n'avait pas essayé de s'attaquer à mes provisions. J'ai passé quelques minutes à ramasser le bois et à le réempiler, légèrement agacé mais pas vraiment inquiète. L'activité de la faune faisait partie du camping dans une région isolée. Je m'attendais à quelques rencontres avec la faune locale. C'était juste la forêt qui me rappelait que j'étais une invitée chez quelqu'un d'autre. J'ai continué ma journée comme prévu, faisant une petite randonnée le matin et passant l'après-midi à lire sur ma chaise de camping. Le temps était parfait, chaud et ensoleillé, avec juste assez de brise pour éloigner les insectes. Mais au milieu de l'après-midi, j'ai commencé à me sentir étrange. Ce n'était rien que je puisse pointer du doigt spécifiquement, juste une vague sensation de malaise, comme si quelque chose m'observait. Vous connaissez ce sentiment quand vous êtes seul dans une pièce, mais que vous avez soudain l'impression que quelqu'un se tient derrière vous? C'était comme ça, mais amplifié par l'isolement de mon environnement.
Je n'arrêtais pas de lever les yeux de mon livre, de scruter la lisière de la forêt, m'attendant à voir quelqu'un ou quelque chose tapi dans l'ombre. Mais il n'y avait jamais rien, juste des arbres, des sous-bois et un oiseau occasionnel voletant entre les branches. Je me suis dit que j'étais ridicule. Bien sûr que je me sentais observé ici. J'étais seul en pleine nature, à des kilomètres du premier être humain. Mon cerveau était probablement en train de s'adapter à cet environnement inhabituel, envoyant des signaux d'alarme qui ne signifiaient rien. Je me suis forcé à me détendre et je suis retourné à mon livre. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner sur mon réchaud, j'ai entendu un son qui m'a figé sur place. Il venait de quelque part dans la forêt, peut-être à 400 mètres, et ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu. La meilleure façon de le décrire est un hurlement mêlé à un grognement sourd, mais ça ne rend pas vraiment compte de l'étrangeté et du caractère troublant de la chose. Le volume, à lui seul, était remarquable, plus fort que n'importe quel cri d'animal, réverbérant à travers les arbres avec une force presque physique. On aurait dit quelque chose avec des poumons énormes, une cage thoracique de la taille d'un tonneau, produisant un bruit qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Je suis resté là, immobile, ma spatule à la main, attendant que le son se répète. Il ne l'a pas fait. Après plusieurs minutes d'un silence tendu, je n'ai entendu que les bruits habituels de la forêt. Le ruisseau, le vent, les appels lointains des oiseaux s'installant pour la nuit. Je me suis dit que ça devait être un wapiti. Les wapitis peuvent produire des sons assez impressionnants pendant la saison des amours, et il y en avait certainement dans ces montagnes. Ou peut-être que c'était juste le vent qui jouait des tours dans un arbre creux ou une formation rocheuse, créant un effet acoustique qui semblait plus alarmant qu'il ne l'était. J'ai fini de préparer mon dîner, mais j'ai perdu l'appétit en cours de route. J'ai mangé à l'intérieur du camping-car, plutôt qu'à ma table de camping, et je me suis assuré de verrouiller la porte avant d'aller me coucher. Le sommeil n'est pas venu aussi facilement cette nuit-là. Chaque bruit extérieur semblait amplifié, chargé de menaces. Je suis resté éveillé pendant des heures, fixant le plafond du camping-car, me disant que j'étais paranoïaque. Au moment où je me suis finalement endormi, je m'étais presque convaincu que tout allait bien. Le 4e matin a tout changé. J'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas dès que j'ai ouvert les yeux et regardé par la fenêtre du camping-car. Il y avait des empreintes de pas dans la terre meuble à l'extérieur, de grandes empreintes, visibles même depuis l'intérieur du véhicule. J'ai enfilé mes bottes et ma veste et je suis sorti pour voir de plus près, mon cœur battant déjà plus vite qu'il n'aurait dû. Les empreintes ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu. Elles avaient une forme presque humaine, avec un talon net et 5 orteils distincts bien écartés, comme quelqu'un qui marcherait pieds nus. Mais les proportions étaient complètement fausses. Chaque empreinte mesurait au moins 17 pouces de long, peut-être 18, et était proportionnellement large. Je chausse du 39 et mon pied entier aurait pu tenir à l'intérieur d'une de ces empreintes avec de la marge. Aucun être humain n'a des pieds aussi grands. J'ai fait le tour du camping-car et mon malaise a grandi à chaque pas. Les empreintes étaient partout, des dizaines, encerclant le véhicule plusieurs fois, s'approchant parfois assez près pour toucher la carrosserie avant de s'éloigner. La chose qui avait fait ces empreintes avait passé un temps considérable à tourner autour de mon camping-car pendant la nuit, à l'étudier, peut-être à m'étudier pendant que je dormais à quelques mètres de là, derrière une fine paroi de métal. J'ai essayé de rationaliser ce que je voyais. Les ours peuvent laisser des empreintes qui ressemblent vaguement à celles des humains dans certaines circonstances, lorsque leur coussinet crée des impressions spécifiques dans un sol meuble. Mais celles-ci ne ressemblaient pas à des empreintes d'ours. Les ours ne marchent pas debout sur 2 pattes sur de longues distances et ces empreintes montraient clairement une démarche bipède, un pied devant l'autre, pas après pas. La chose qui avait fait ces empreintes marchait sur 2 jambes comme un être humain, mais était bien plus grande que n'importe quel humain pourrait l'être. J'ai envisagé de tout remballer et de partir sur le champ. La partie rationnelle de mon cerveau me hurlait que quelque chose n'allait pas, que je devais filer tant que je le pouvais encore.
Mais une autre partie de moi, la partie têtue, celle qui avait passé des mois à planifier ce voyage, ne voulait pas abandonner si facilement. Qu'allais-je dire aux gens? Que j'avais eu peur de quelques empreintes bizarres et que j'avais pris la fuite? J'attendais ce voyage depuis si longtemps. Je n'allais pas laisser une activité animale inhabituelle le gâcher. J'ai donc pris une décision que je regretterai pour le reste de ma vie. J'ai décidé de rester, mais d'être plus prudente. Je garderai le camping-car verrouillé la nuit et resterai attentive à tout autre signe d'activité inhabituelle. Si les choses empiraient, je pourrais toujours partir à ce moment-là. J'ai passé la majeure partie de cette journée à me sentir nerveuse et sur le qui-vive. L'atmosphère paisible des jours précédents avait complètement disparu, remplacée par une anxiété sourde et constante qui m'empêchait de me détendre. J'ai essayé de faire une courte randonnée l'après-midi, espérant que l'exercice aiderait à calmer mes nerfs, mais je n'ai fait qu'1,5 kilomètre avant de faire demi-tour. La forêt semblait différente maintenant, plus sombre et plus menaçante, même si le soleil brillait et que la journée était magnifique. Chaque ombre paraissait suspecte. Chaque bruissement dans les sous-bois me faisait me retourner brusquement, m'attendant à voir quelque chose m'observer. À mi-chemin du retour vers mon campement, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Plusieurs jeunes arbres avaient été cassés à environ 2,40 m du sol. Les cassures étaient fraîches, le bois exposé encore pâle et humide de sève, datant probablement de la nuit précédente ou du début de matinée. Ce n'étaient pas de petits arbrisseaux non plus. C'étaient des arbres avec des troncs de 8 à 10 cm de diamètre, assez costauds pour que les casser nécessitent une force considérable. Et la chose qui avait fait ça était grande, assez grande pour atteindre 2,40 m sans effort apparent. J'ai pratiquement couru le reste du chemin jusqu'à mon camping-car. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à mettre la clé dans la serrure et à monter à l'intérieur. Je suis resté assise là pendant un long moment, essayant de rassembler mes esprits, essayant de donner un sens aux preuves qui s'accumulaient. De grandes empreintes de pas qui semblaient presque humaines. Des arbres cassés à 2,40 m du sol, des bruits étranges dans la nuit, le sentiment constant d'être observé. Quelque chose était dans ces bois avec moi. Quelque chose de grand, de fort, quelque chose qui avait visité mon campement pendant que je dormais. La partie logique de mon cerveau insistait sur le fait qu'il devait y avoir une explication normale. Un ours avec des empreintes inhabituelles. Les arbres endommagés par le vent ou la maladie. Mon imagination qui s'emballait parce que j'étais stressé et seul, mais une autre partie de moi, celle qui faisait confiance à mon instinct, savait que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû écouter cette partie. J'aurais dû remballer mes affaires et partir en voiture cet après-midi-là même. Au lieu de ça, je suis resté. Et cette nuit-là, les choses ont bien empiré. J'étais allongé dans mon lit vers minuit, incapable de dormir bien qu'épuisé. Mes oreilles tendues pour capter le moindre son de l'extérieur. Mon corps crispé dans l'attente de quelque chose que je ne pouvais nommer. Puis je l'ai entendu. Des bruits de pas, des pas lourds, délibérés, tournant autour du camping-car. Ils étaient lents, presque nonchalants, comme quelque chose qui prendrait son temps pour une promenade tranquille. Mais le poids derrière chaque pas était énorme. Je pouvais sentir les impacts à travers la structure du véhicule, de subtiles vibrations qui remontaient par le plancher jusqu'à mes os. La chose qui marchait autour de mon camping-car était lourde, incroyablement lourde, et elle était juste dehors. J'ai attrapé ma lampe de poche et le couteau de mon père, parfaitement consciente de l'inadéquation de ces deux armes contre quelque chose de cette taille. Je suis restée assise là dans le noir, respirant à peine, écoutant ses pas faire le tour du camping-car, encore et encore. La créature semblait prendre son temps, parcourant toute la circonférence 4 ou 5 fois, s'arrêtant de temps en temps à ce qui ressemblait aux fenêtres. J'étais trop terrifié pour regarder. Je ne voulais pas voir ce qu'il y avait dehors. Je voulais juste que ça s'en aille, que ça me laisse tranquille, que ça me laisse survivre à la nuit pour que je puisse fuir le matin.
Après ce qui m'a semblé des heures, mais n'était probablement que 15 ou 20 minutes, les pas se sont finalement estompés au loin. Je suis resté figé sur place pendant un long moment après, attendant que les bruits reviennent, mais la nuit est restée calme. Je n'ai pas dormi du tout le reste de cette nuit. Je suis juste resté assise là, serrant mon couteau, surveillant les fenêtres, priant pour l'aube. Quand la première lueur grise du matin est enfin apparue, j'ai prudemment ouvert la porte du camping-car et je suis sorti. La preuve de la visite nocturne était immédiatement apparente. De nouvelles empreintes de pas couvraient le sol autour du véhicule, encore plus nombreuses qu'avant. Mais ce qui a failli faire s'arrêter mon cœur, c'est l'empreinte de main sur la fenêtre, une empreinte de main massive, facilement 2 fois plus grande que la mienne, avec 5 doigts clairement définis pressés contre la vitre. Elle avait été là, debout à ma fenêtre, me regardant à l'intérieur pendant que je me terrais dans l'obscurité. L'empreinte était positionnée à environ 2,10 mètres du sol, ce qui signifiait que la chose qu'il avait faite était assez grande pour regarder par une fenêtre que j'aurais eu besoin d'un escabeau pour atteindre. J'ai fixé cette empreinte de main pendant un long moment, mon esprit luttant pour traiter ce que je voyais. Puis j'ai pris ma décision. Je partais, tout de suite, aujourd'hui. Je me fichais de finir mon voyage, d'honorer la mémoire de mon père ou de toutes les raisons pour lesquelles je m'étais convaincu de venir ici. Quelque chose me traquait, quelque chose qui ne devrait pas exister, et je devais m'enfuir avant qu'il ne décide de faire plus que simplement tourner autour de mon camping-car la nuit. J'ai passé la majeure partie du 5e jour à me préparer à partir. J'ai remballé tout ce que j'avais déballé, sécurisé toutes mes provisions pour le voyage, et je me suis assuré que le camping-car était prêt pour le long trajet de retour vers les routes principales. Je travaillais dehors en milieu d'après-midi, pliant mes chaises de camping, quand j'ai entendu un son qui m'a stoppé net. 3 coups distincts ont résonné à travers la forêt. Du bois contre du bois. Toc, toc, toc. Une longue pause, puis 2 autres coups venant d'une direction différente. Toc, toc. Les sons semblaient communiquer, une source répondant à une autre, comme des signaux passés d'un bout à l'autre de la forêt. J'ai lâché la chaise que je tenais et j'ai couru vers le camping-car. Je me suis enfermé à l'intérieur et j'ai observé la lisière de la forêt à travers les fenêtres, mon cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. C'était trop loin pour voir clairement, peut-être à 200 mètres, se déplaçant à travers les broussailles denses au bord de la clairière. Mais j'ai tout de suite su qu'il marchait debout sur 2 jambes. Et il était grand. La végétation au bord de la clairière mesurait au moins 2,10 mètres ou 2,40 mètres de haut, du laurier des montagnes et du rhododendron dense, mais la tête et les épaules de cette chose étaient clairement visibles au-dessus. La créature se déplaçait avec aisance à travers les broussailles, écartant des branches qui auraient complètement arrêté une personne, puis elle a disparu de nouveau dans la forêt profonde. J'ai alors réalisé que j'étais observé depuis le début. Quelles que soient ces choses, quel que soit leur nombre, elles m'observaient depuis mon arrivée. M'étudiant, apprenant mes habitudes. Et maintenant, elles se rapprochaient. Ce soir-là, j'ai de nouveau entendu l'étrange son de hurlement-grognement, beaucoup plus proche qu'auparavant, peut-être à une centaine de mètres de mon campement. Avant même que l'écho ne se soit estompé, un autre appel a répondu d'une direction complètement différente. Il y en avait plus d'un. Plusieurs créatures se trouvaient dans les bois autour de mon camp et elles communiquaient entre elles. J'ai poussé ma petite table contre la porte du camping-car pour la barricader et je suis resté éveillé toute la nuit avec mon couteau à la main, trop effrayé pour même envisager de dormir. Chaque son de l'extérieur me faisait sursauter. Je pouvais entendre des mouvements dans les broussailles, des branches qui craquaient, des vocalisations occasionnelles qui ne correspondaient à aucun animal que je connaissais. Les créatures étaient là, dehors, tournant en rond, attendant. Quoi, je ne savais pas, je ne voulais pas le découvrir.
Dès que le soleil se lèverait, j'allais démarrer le camping-car et partir d'ici aussi vite que les routes le permettraient. Je me fichais d'endommager le véhicule sur le terrain accidenté. Je devais juste m'échapper. Le 6e matin a apporté une nouvelle horreur. Quand j'ai finalement eu le courage de regarder dehors, j'ai trouvé de nouvelles traces de griffures sur l'extérieur du camping-car. 4 longues entailles, parallèles dans la carrosserie, positionnées à environ 2,10 mètres du sol. Les griffures étaient profondes, coupant à travers la peinture et dans le métal lui-même, le recourbant par endroits sous la force pure qui les avait produites. La chose qui avait fait ces marques avait des griffes comme des couteaux, et la force de les utiliser avec un effet dévastateur. Mes mains tremblaient si fort que j'ai à peine réussi à mettre la clé dans le contact. Je l'ai tournée, priant pour entendre le moteur rugir. Rien ne s'est passé. Juste un cliquetis, puis le silence. La batterie était à plat, mais ça n'avait pas de sens. J'avais fait tourner le groupe électrogène régulièrement pour tout garder chargé. La batterie était en parfait état la veille. Avec un sentiment de terreur grandissant, je suis sorti et j'ai ouvert le capot. Le problème était immédiatement évident. Les câbles de la batterie avaient été débranchés, mais pas avec soin. Ils avaient été arrachés avec une telle force que les connecteurs métalliques étaient tordus et déformés, endommagés au-delà de ce que je pouvais réparer avec mes outils limités. Quelque chose avait délibérément mis mon véhicule hors service. Quelque chose s'était assuré que je ne puisse pas partir. La panique totale m'a envahi. J'étais piégé. Le poste de garde forestier le plus proche était à 30 km à travers une forêt dense et inconnue. Mon téléphone n'avait pas de réseau, comme prévu dans un endroit aussi isolé. Mais ce fait, qui m'avait semblé si attrayant lorsque je planifiais ma retraite paisible, ressemblait maintenant à une condamnation à mort. J'étais complètement coupé de toute aide, complètement seul, et quelque chose dans ces bois m'avait intentionnellement bloqué ici. J'ai passé le reste de cette journée à essayer de fortifier ma position du mieux que je pouvais. J'ai barricadé l'intérieur du camping-car plus soigneusement, coinçant des provisions contre la porte et les fenêtres. J'ai préparé un sac à dos d'urgence avec l'essentiel au cas où je devrais fuir à pied. Des bouteilles d'eau, des barres énergétiques, mon couteau, mon briquet, la trousse de premier secours, une lampe de poche. J'ai tout vérifié et revérifié, essayant de rester occupé pour que la peur ne me paralyse pas complètement. En fin d'après-midi, les pierres ont commencé. De grosses pierres ont commencé à atterrir près du camping-car, lancées de quelque part dans la forêt. J'entendais un sifflement alors qu'elles décrivaient un arc dans les airs, puis un bruit sourd lorsqu'elles heurtaient le sol. Certaines avaient la taille de balles de softball, assez grosses pour faire de sérieux dégâts. Une a heurté le toit du camping-car avec un fracas énorme qui m'a fait crier. Une autre a fissuré le pare-brise, laissant une toile d'araignée de verre brisée dans son sillage. La chose qui était là dehors jouait avec moi, me terrorisait, démontrant qu'elle pouvait m'atteindre même à l'intérieur de mon abri métallique. J'étais pourchassé et je n'avais nulle part où fuir. Alors que la nuit tombait, les bruits se sont intensifiés. Une respiration lourde à l'extérieur des fenêtres, si proche que je pouvais voir de la condensation se former sur la vitre à cause de ce qui expirait contre elle. Le grattement de quelque chose de dur contre l'extérieur métallique, méthodique et délibéré. Et puis le son qui a presque arrêté mon cœur, la poignée de la porte qui cliquetait alors que quelque chose la testait, essayant de comprendre comment entrer. Je me suis pressé dans le coin arrière du camping-car, le couteau levé, sachant à quel point il serait complètement inutile contre quelque chose qui pouvait tordre le métal et lancer des pierres de la taille de balles de softball. Le cliquetis a cessé après quelques secondes, mais je pouvais toujours entendre du mouvement à l'extérieur, toujours sentir la présence de quelque chose de massif et de malveillant attendant juste derrière les fines parois qui nous séparaient. Je ne sais pas comment j'ai survécu à cette nuit. Je pense que j'ai dû m'évanouir à un moment donné à cause de la terreur pure, car j'ai des trous dans ma mémoire, des espaces vides, là où les heures devraient être. Mais j'étais toujours en vie,
quand la première lueur de l'aube a commencé à filtrer à travers les fenêtres. Toujours en vie, toujours piégé, toujours en attente de la suite. L'attaque a eu lieu la 7e nuit, juste après 3 heures du matin selon ma montre. Un instant, j'étais assise dans un silence épuisé et l'instant d'après, le camping-car tout entier tanguait violemment d'avant en arrière. Quelque chose le secouait avec une force incroyable, comme un enfant secouant un jouet. Sauf que j'étais à l'intérieur du jouet et que l'enfant était un monstre. J'ai crié, une terreur authentique s'échappant de moi dans un son que je n'ai pas reconnu comme ma propre voix. Le camping-car a tellement penché sur un côté que j'ai été projeté contre le mur, des provisions tombant des étagères tout autour de moi, des placards s'ouvrant violemment et déversant leur contenu. J'ai cru qu'il allait se retourner complètement, que j'allais être roulé encore et encore comme un tonneau dévalant une colline. Puis soudain, les secousses ont cessé. Silence complet. Mes oreilles bourdonnaient et je respirais en haletant, tout mon corps tremblant de manière incontrôlable. J'ai attendu ce qui m'a semblé une éternité, me préparant au prochain assaut, mais rien ne s'est passé. Les minutes ont passé, toujours rien. J'ai commencé à me permettre d'espérer que peut-être, juste peut-être, c'était fini. C'est alors qu'un visage est apparu à la fenêtre. Il n'est resté là qu'une seconde, peut-être 2 avant de se retirer dans l'obscurité. Mais dans ce bref instant, j'en ai assez vu pour graver l'image dans ma mémoire pour toujours. Un visage couvert de poils sombres et emmêlés, un front fuyant et une arcade sourcilière proéminente, un nez plat et des lèvres fines retroussées pour révéler des dents. Mais les yeux étaient ce qui me hantait le plus. Ce n'étaient pas des yeux d'animal, pas le regard terne et instinctif d'un ours ou d'un loup. Ses yeux montraient de l'intelligence, une conscience, une intention. La créature m'avait regardé droit dans les yeux, avait établi un contact visuel à travers la fenêtre, et dans ce regard, j'ai compris quelque chose de terrible. Ce n'était pas une bête sans cervelle agissant par instinct. Cette chose pouvait penser, elle pouvait planifier. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai dû perdre connaissance à ce moment-là, car mon prochain souvenir est d'être allongé sur le sol du camping-car, serrant toujours mon couteau, avec la lumière grise du matin entrant par les fenêtres. Je n'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé entre le moment où j'ai vu ce visage et celui où j'ai repris conscience. Cela aurait pu être des minutes ou des heures, mais j'étais toujours en vie. Ce qui signifiait que j'avais encore une chance. Je savais que je ne pourrais pas survivre une autre nuit ici. Le camping-car n'était plus un refuge sûr. Quelles que soient ces créatures, elles avaient démontré qu'elles pouvaient le secouer, l'endommager et finiraient par trouver un moyen d'entrer. Ma seule option était d'essayer de partir à pied, de parcourir les 30 kilomètres jusqu'au poste de garde forestier avant que la nuit ne tombe à nouveau. C'était un plan désespéré, mais c'était le seul plan que j'avais. J'ai prudemment ouvert la porte du camping-car vers 8 heures du matin, m'attendant à moitié à ce que quelque chose me charge dès que je mettrais un pied dehors. La scène qui m'a accueilli m'a donné envie de pleurer. Mon campement était détruit. Le bois de chauffage était éparpillé partout, certains morceaux plantés dans le sol comme des piquets. Mes chaises de camping étaient écrasées, les cadres métalliques tordus et déformés comme s'ils étaient en fil de fer, au lieu d'aluminium. La glacière avait été mise en pièces, son contenu éparpillé dans la clairière et piétiné dans la terre. Et les empreintes de pas. Il y en avait des dizaines, plusieurs séries de tailles différentes, les plus grandes étant encore plus imposantes que celles que j'avais vues auparavant. J'ai attrapé mon sac à dos d'urgence et j'ai commencé à marcher, en suivant l'ancienne piste forestière en direction de la civilisation. J'avançais aussi vite que possible, presque en trottinant malgré le poids du sac et le terrain accidenté. Toutes les quelques secondes, je regardais par-dessus mon épaule, scrutant la forêt derrière moi, à la recherche de tout signe de poursuite. Après environ 3 kilomètres, j'ai entendu des bruits de fracas dans les arbres, quelque chose courant parallèlement à la route, juste hors de vue.
Quelque chose me suivait, égalant ma vitesse, restant caché dans les sous-bois denses. J'ai forcé l'allure, mes poumons en feu et mes jambes endolories, mais les bruits suivaient le rythme. De temps en temps, j'entrevoyais des mouvements, des formes sombres se glissant entre les arbres, toujours juste à la limite de ma vision. Ils n'attaquaient pas encore, mais ils ne me laissaient pas partir non plus. Ils me guidaient. Après 6 kilomètres de marche, j'ai trouvé un arbre massif couché en travers de la route, bloquant complètement mon chemin. C'était un vieux chêne d'au moins 1 mètre de diamètre à la base, et il était tombé directement en travers de la piste forestière. Mais quelque chose clochait. Le système racinaire était presque intact, pas arraché du sol, comme le serait un arbre tombé naturellement. Et en examinant la base de plus près, j'ai pu voir que le bois était fraîchement éclaté, cassé plutôt que pourri. Cet arbre n'était pas tombé tout seul. Il avait été poussé, et récemment, probablement pendant la nuit. Le message était clair. Il ne voulait pas que je parte. J'ai dû contourner l'arbre tombé, ce qui signifiait quitter la route et me frayer un chemin à travers des sous-bois denses. Le terrain accidenté était épuisant et désorientant. J'ai essayé de garder le cap en utilisant le soleil, mais la canopée était si épaisse que je pouvais à peine voir le ciel. Après plusieurs heures de lutte à travers la forêt, j'ai réalisé que j'étais perdu. Rien ne me semblait familier. Chaque direction se ressemblait, des arbres à perte de vue, des broussailles enchevêtrées, aucun signe de la route ou de tout autre point de repère que je reconnaissais. J'ai continué à marcher, espérant tomber sur quelque chose qui m'aiderait à me repérer. Le ruisseau que j'ai trouvé semblait prometteur. L'eau coule vers le bas, ai-je raisonné, et atteint finalement les vallées où les gens ont tendance à construire des routes et des habitations. Si je suivais le ruisseau, il me mènerait quelque part. J'ai marché le long de ses rives pendant ce qui m'a semblé des heures, l'épuisement rendant chaque pas difficile. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Une formation rocheuse distinctive, 3 rochers empilés les uns contre les autres d'une manière qui semblait presque délibérée. Je me suis souvenu être passé devant cette formation exacte il y a des heures, lorsque j'ai commencé à suivre le ruisseau. D'une manière ou d'une autre, malgré mes efforts pour marcher en ligne droite, j'avais tourné en rond. Je me suis effondré contre les rochers, des larmes coulant sur mon visage. J'étais perdu, traqué par des créatures sorties d'un cauchemar, et je n'avais aucune idée de comment m'échapper. Le soleil commençait à baisser à l'horizon, ce qui signifiait que l'obscurité arriverait bientôt. L'obscurité, lorsque les choses qui me chassaient devenaient les plus actives. Je devais trouver un abri, un endroit où je pourrais me cacher jusqu'au matin, un endroit avec au moins un peu de protection contre ce qui était là dehors. Un petit surplomb rocheux a attiré mon attention, une grotte peu profonde formée par une saillie de pierre. Ce n'était pas grand-chose, à peine assez profond pour que je puisse m'asseoir le dos contre la roche, mais c'était mieux que d'être complètement à découvert. J'ai rampé à l'intérieur avec mon sac à dos, me coinçant dans l'espace étroit, et j'ai attendu que la nuit tombe. Les bruits ont commencé environ 1 heure après le coucher du soleil, des pas se déplaçant dans la forêt autour de ma cachette. Des pas lourds, délibérés, ponctués de reniflements comme quelque chose qui flairait l'air, essayant de capter mon odeur. Je me suis pressé contre la pierre froide et j'ai retenu ma respiration. À travers l'ouverture étroite de mon abri, je pouvais voir des mouvements dans l'obscurité, des formes massives passant, se découpant sur la faible lueur des étoiles. À un moment donné, quelque chose d'énorme est passé juste devant l'entrée de ma cachette. Je l'ai entrevu de profil, et même dans l'obscurité, je pouvais dire qu'il mesurait au moins 2,40 m, avec des épaules incroyablement larges, et des bras qui pendaient au-delà de ses genoux. La créature s'est arrêtée, la tête tournant lentement, et j'étais certaine qu'elle allait me regarder directement, certaine qu'elle me verrait accroupi là, dans mon pitoyable petit abri. Mais après un moment qui a duré une éternité, elle a continué son chemin, disparaissant dans la nuit. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assise là dans le noir, écoutant les bruits de leur déplacement à l'extérieur, priant pour qu'ils ne me trouvent pas. Quand la première lueur grise de l'aube est apparue,
J'ai presque sangloté de soulagement. J'avais survécu à une autre nuit. Maintenant, je devais juste survivre à la journée. Je suis sorti de ma cachette dès qu'il faisait assez clair pour voir. J'étais déshydraté, épuisé et complètement désorienté. Il me restait un peu d'eau dans mes bouteilles, mais je devrais en trouver plus bientôt. Et malgré tous mes efforts, je n'avais toujours aucune idée de la direction qui me mènerait en sécurité. Après réflexion, j'ai pris une décision qui semblait contre-intuitive, mais nécessaire. J'allais essayer de retrouver mon chemin jusqu'au camping-car. Le camping-car avait encore ma réserve d'eau, et le groupe électrogène pouvait encore fonctionner, même si le moteur ne le pouvait pas. Plus important encore, le camping-car représentait mon seul point connu sur la carte. De là, je pourrais peut-être retrouver la piste forestière et la suivre pour sortir, en supposant que les créatures me laisseraient passer l'arbre tombé la deuxième fois. Cela m'a pris la majeure partie de la journée, mais j'ai finalement reconnu assez de points de repère pour retrouver mon chemin vers la clairière. Quand j'ai émergé de la lisière des arbres et vu mon campement, mon cœur s'est serré encore plus. Le camping-car avait été de nouveau attaqué pendant mon absence. Le rétroviseur latéral était complètement arraché. Il y avait de nouvelles griffures couvrant l'extérieur, comme si quelque chose avait essayé d'ouvrir le camping-car comme une boîte de conserve. Pire encore, la porte était légèrement ouverte, suspendue de travers à des charnières endommagées. Quelque chose était entré. Je me suis approché avec précaution, m'attendant à moitié à ce qu'une créature surgisse à tout moment. Quand j'ai atteint la porte et l'ai poussée plus largement, la destruction à l'intérieur m'a donné envie de hurler. Tout était détruit. Les coussins étaient éventrés, leur rembourrage éparpillé partout comme de la neige. Les placards avaient été arrachés des murs, leurs portes pendant à des charnières cassées. Les contenants de nourriture étaient écrasés et dispersés, leur contenu étalé sur toutes les surfaces. La chose qui avait fait ça avait cherché quelque chose, peut-être de la nourriture, peut-être moi, et elle l'avait fait avec une force désinvolte et dévastatrice. La seule bonne nouvelle était que le réservoir d'eau était intact. J'ai bu abondamment, remplissant mes bouteilles, désespéré de me réhydrater après une journée de randonnée dans la nature sauvage. J'ai aussi mangé ce que j'ai pu récupérer des provisions détruites, avalant de force des crackers rassis et une pomme meurtrie, même si mon estomac était noué par la peur. J'avais besoin d'énergie. J'ai passé quelques heures à essayer de réparer les connexions de la batterie, espérant contre tout espoir pouvoir faire démarrer le camping-car. Mais les dégâts étaient trop importants, et je n'avais ni les outils ni les connaissances pour les réparer. Le camping-car allait rester là où il était, et moi aussi, à moins que je ne trouve un autre moyen de sortir. Alors que le soleil se couchait sur mon 9e jour, dans ce cauchemar, je me suis barricadé à l'intérieur du camping-car endommagé du mieux que j'ai pu. La porte ne fermait plus correctement, alors je l'ai attachée avec une corde et j'ai coincé ce qui restait de mes provisions contre elle. Je savais que ça ne tiendrait pas si une de ces créatures voulait vraiment entrer, mais c'était tout ce que j'avais. Je me suis installé dans le coin le plus éloigné de la porte et j'ai attendu l'obscurité, attendu la suite. L'attaque finale a eu lieu juste après minuit, la 10e nuit. Elle a commencé par ce hurlement, venant de tout autour du camping-car à la fois. Plusieurs créatures m'entourant. Le son était écrasant, vibrant dans ma poitrine, remplissant ma tête jusqu'à ce que je ne puisse plus penser. Puis, les impacts ont commencé. Des rochers et des branches s'abattant sur le camping-car de toutes les directions, cabossant le métal, brisant ce qui restait des fenêtres. Le verre a explosé vers l'intérieur, se répandant dans l'habitacle, et j'ai levé les bras pour protéger mon visage. Bang, bang, bang. L'assaut était incessant et je savais qu'il préparait quelque chose de pire. Les coups sur la porte ont commencé ensuite. Des coups lourds qui faisaient trembler tout le cadre, qui envoyaient les meubles que j'avais barricadés racler le sol. La corde que j'avais utilisée pour attacher la porte a commencé à s'effilocher et à s'étirer, se tendant davantage à chaque impact. Je hurlais maintenant. Des sons sans mots de pure terreur, parce que je savais ce qui allait arriver. Ils allaient entrer, et je ne pouvais rien faire pour les arrêter.
La porte s'est ouverte en grand avec un fracas qui m'a assourdi. La corde a cédé comme un fil et la table que j'avais coincée contre elle a volé à travers l'habitacle comme si elle ne pesait rien. Pendant un instant, il n'y a eu qu'une ouverture sur l'obscurité. Puis un bras massif est passé à travers. Il était couvert de fourrure sombre et emmêlée, incroyablement long et musclé. La main au bout de ce bras avait des doigts comme des saucisses, avec des ongles noirs et épais qui étaient de presque des griffes. Le bras a balayé l'intérieur du camping-car, saisissant la table et la jetant de côté comme un jouet. Puis la créature a commencé à se hisser à travers l'embrasure de la porte, faisant passer son corps énorme dans l'ouverture étroite. J'ai eu mon premier aperçu clair de l'un d'eux à ce moment-là. Le visage était sorti d'un cauchemar. Pas tout à fait singe, pas tout à fait humain, mais une combinaison troublante des deux. Entièrement couvert de poils sombres, avec une arcade sourcilière proéminente projetant des ombres profondes sur des yeux qui brillaient d'une intelligence terrifiante. La bouche s'est ouverte, révélant de grandes dents jaunies, et elle a poussé un rugissement que j'ai plus senti qu'entendu, un son si profond et si fort qu'il semblait faire trembler mes os. L'odeur m'a frappé alors, un mur de puanteur qui m'a fait suffoquer, moisi et âcre, comme un chien mouillé mélangé à de la viande en décomposition et quelque chose d'autre, quelque chose de pire, que je ne pouvais pas identifier. La créature était trop grande pour entrer complètement par la porte standard, mais elle tendait les bras, balayant ses bras massifs d'avant en arrière, essayant de m'attraper. Je m'étais réfugié dans la minuscule salle de bain à l'arrière du camping-car et il n'y avait plus nulle part où aller. Un de ses bras balayants a renversé la lanterne que j'utilisais pour m'éclairer. Elle a heurté le sol et s'est brisée, déversant de l'huile sur la surface. La flamme de la mèche a touché l'huile qui s'étalait et soudain, le feu s'est propagé sur le sol, affamé et rapide. Je me suis souvenu du briquet dans ma poche. Le feu l'avait blessé une fois, peut-être que ça marcherait à nouveau. J'ai attrapé un morceau de rideau déchiré sur le sol et j'ai approché mon briquet. Le tissu a pris immédiatement, les flammes léchant ma main, et j'ai jeté le tissu en feu sur la créature dans l'embrasure de la porte. Le tissu en feu a touché son bras et la créature a reculé avec un son de douleur et de rage, se retirant de l'embrasure. Mais maintenant, j'avais un nouveau problème. Le feu de l'huile de la lanterne se propageait rapidement, les flammes léchant les murs du camping-car, remplissant l'intérieur de fumée. J'allais mourir brûlé si je restais ici. Le feu ou les créatures, c'était mes choix. J'ai choisi les créatures. La salle de bain avait une petite fenêtre à l'arrière, à peine assez grande pour qu'une personne puisse se faufiler. J'ai attrapé ma lourde lampe de poche et j'ai brisé la vitre, ignorant les bords déchiquetés qui restaient dans le cadre. Je pouvais sentir la chaleur dans mon dos maintenant, le feu grandissant, remplissant le camping-car de fumée suffocante. Je me suis faufilé par la fenêtre, sentant le verre me couper les bras et les épaules alors que je me glissais à travers l'ouverture étroite. Puis, je suis tombé, chutant d'environ 1,20 m sur le sol extérieur. J'ai atterri lourdement, l'impact me coupant le souffle, mais je me suis immédiatement forcé à me relever. Je pouvais entendre du mouvement, des créatures contournant le camping-car pour me couper la route. Je n'ai pas regardé en arrière, j'ai juste couru, plongeant aveuglément dans la forêt, les branches me fouettant le visage, les racines s'accrochant à mes pieds. Derrière moi, je pouvais entendre des pas lourds me poursuivre, me rattrapant à chaque foulée. Mes jambes brûlaient, mes poumons criaient pour de l'air, mais je n'ai pas ralenti. Quelque chose a frôlé mon épaule, des doigts massifs essayant de se refermer sur mon bras. J'ai plongé en avant, roulant sur le sol, et je me suis remise sur pied en vitesse avant que la chose derrière moi ne puisse m'attraper. J'ai continué à courir, aveugle dans l'obscurité, guidé par rien d'autre que la terreur et l'instinct désespéré de survie. Mon pied s'est pris dans quelque chose, une racine ou un rocher, et je suis tombé lourdement. Une douleur a explosé dans mon genou en heurtant le sol. Avant que je puisse me relever, j'ai senti une main gigantesque se refermer sur ma cheville. L'un d'eux m'avait attrapé.
J'ai donné des coups de pied frénétiques avec ma jambe, libre, heurtant quelque chose de solide. J'ai entendu un grognement de surprise ou de douleur, et la prise sur ma cheville s'est desserrée une fraction de seconde. J'ai arraché ma jambe et j'ai rampé désespérément en avant, et j'ai réalisé que j'étais tombé dans un ravin peu profond. Il y avait un surplomb au-dessus de moi, un enchevêtrement de racines et de terre formant une grotte étroite. Je me suis coincé dessous, pressant mon corps aussi loin que possible, et je suis resté absolument immobile. Au-dessus de moi, je pouvais les entendre chercher. Une respiration lourde, le bruit de broussailles arrachées. Ils me cherchaient, et ils étaient proches, si proches que je pouvais à nouveau sentir cette horrible puanteur. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré, je suis juste resté là dans le noir, caché sous mon abri de racines et de terre, attendant d'être trouvé. Les minutes ont passé, ou peut-être des heures. J'ai perdu toute notion du temps, mais finalement, lentement, les bruits se sont éloignés. Ils cherchaient toujours, mais ils cherchaient dans la mauvaise direction. Ils n'avaient pas trouvé ma cachette. Je suis resté dans ce trou jusqu'à l'aube. Quand la première lumière est enfin arrivée, j'ai pu voir que j'étais couverte de sang à cause des coupures infligées par le verre de la fenêtre. Mes bras, mes épaules, mes jambes, tout était coupé et saignait. Les plaies étaient couvertes de terre et de débris à force d'avoir rampé dans la forêt. J'allais avoir des cicatrices, en supposant que je survive assez longtemps pour que des cicatrices se forment. Dans la lumière grandissante, je pouvais voir de la fumée s'élever au loin. Le camping-car avait brûlé. Combien en restait-il? Je ne savais pas. Mais mon abri et toutes mes provisions avaient disparu. J'ai vérifié mes poches et j'ai constaté que j'avais toujours mon briquet et mon couteau. C'était tout. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de trousse de premier secours. Mais j'étais en vie. J'ai commencé à marcher dès qu'il y avait assez de lumière pour voir. J'ai essayé d'utiliser le soleil pour déterminer la direction, me souvenant que les routes principales étaient généralement à l'est de mon campement. Chaque son me faisait sursauter, chaque ombre ressemblait à une créature attendant pour attaquer. Mais j'ai continué à avancer, car s'arrêter signifiait mourir. Vers midi, j'ai entendu le plus beau son que j'ai jamais entendu de ma vie. Un moteur de véhicule, quelque part devant. J'ai couru vers le son, criant à l'aide, agitant les bras comme une folle. J'ai débouché de la lisière de la forêt sur une piste forestière que je ne reconnaissais pas, et j'ai vu un camion vert avec des marques officielles s'approcher. Le véhicule d'un garde forestier. Le camion s'est arrêté quand le conducteur m'a vu, et une femme d'âge moyen en uniforme de garde forestier a sauté dehors. Elle a dû me prendre pour une folle. J'étais couverte de sang, bredouillant des histoires de créatures dans les bois, mon camping-car détruit. Elle m'a donné de l'eau et a enroulé une couverture autour de mes épaules, pendant qu'elle appelait de l'aide sur sa radio. Je ne pouvais pas m'arrêter de parler, les mots sortant de moi dans un flot confus, tout ce qui s'était passé, tout ce que j'avais vu, les empreintes, les bruits, les visages aux fenêtres, l'attaque finale. Je pouvais dire qu'elle ne croyait pas la partie sur les créatures. Elle pensait que je m'étais perdu, que j'avais peut-être eu une sorte de crise psychologique due au stress et à l'isolement, que je m'étais blessé dans la panique. Elle a dit qu'ils enquêteraient, mais que j'avais d'abord besoin de soins médicaux. Je n'ai pas discuté, je voulais juste être dans un endroit sûr, loin de ces montagnes et de ceux qui y vivaient. Ils m'ont emmené à un hôpital où j'ai passé 3 jours à récupérer. Déshydratation sévère, multiples lacérations nécessitant des points de suture, de profondes contusions et ce que les médecins ont appelé une réaction de stress aigu. La police est venue prendre ma déposition et je leur ai tout raconté, chaque détail, aussi calmement et clairement que possible. Ils hochaient la tête, prenaient des notes et posèrent des questions de suivi, mais je voyais dans leurs yeux qu'ils pensaient que j'avais perdu la tête. Quand une policière a suggéré que j'avais peut-être rencontré un ours et que mon esprit effrayé avait comblé les vides, j'ai failli lui hurler dessus. Les ours ne marchent pas debout. Les ours n'ont pas de mains capables de tordre le métal. Les ours ne chassent pas en meute coordonnée, communiquant par des coups et se positionnant pour couper les voies de fuite.
Mais j'étais trop fatigué pour discuter. Je les ai laissés tirer leurs propres conclusions et j'ai attendu d'être libéré. Les gardes forestiers ont finalement enquêté sur mon campement. Ils ont trouvé les restes calcinés de mon camping-car, qui n'était guère plus qu'un squelette de métal noirci au moment où ils l'ont atteint. Ils ont trouvé des traces, mais les ont attribuées à des ours. Leur rapport officiel ne faisait aucune mention de quoi que ce soit d'inhabituel. Juste une autre campeuse solo qui a eu des ennuis dans la nature. Quant à l'incendie, ils ont suggéré que j'avais été négligente avec ma lanterne ou mon réchaud, que j'avais probablement déclenché le feu moi-même dans mon état de confusion et de panique. L'assurance a refusé de couvrir la perte du camping-car. Ils ont dit que les dommages provenaient de la négligence et de l'activité de la faune qui aurait pu être évitée. Je n'avais pas l'énergie de me battre. J'ai vendu le peu qui pouvait être récupéré à la ferraille et j'ai utilisé l'argent pour installer des systèmes de sécurité dans mon appartement. Les blessures physiques ont guéri en quelques semaines. Les points de suture ont été retirés, les bleus se sont estompés, les coupures sont devenues des cicatrices. Les blessures mentales mettent plus de temps. Je fais encore des cauchemars presque toutes les nuits, des rêves où je suis de retour dans ces bois, entendant des pas tourner dans l'obscurité, voyant ce visage pressé contre la fenêtre. Parfois, je me réveille convaincu que je peux sentir cette odeur de moisi et d'âcreté, et je dois allumer toutes les lumières de mon appartement pour me convaincre qu'il n'y a rien. Je ne peux plus être près des forêts sans avoir une crise de panique. Même passer en voiture à côté de bois sur l'autoroute me fait accélérer le cœur et trembler les mains. J'ai essayé la thérapie, mais comment expliquer à un thérapeute que Bigfoot a détruit votre vie? Ils veulent parler de réponse au stress, de traitement du traumatisme et de recadrage de mon expérience. Ils ne veulent pas entendre que les créatures étaient réelles. Ma psy pense que j'ai créé une illusion élaborée pour faire face à la dépression que je faisais déjà avant le voyage. Elle pense que mon cerveau épuisé a inventé des monstres pour extérioriser l'anxiété qui me consumait. Elle a tort, mais j'ai arrêté d'essayer de la convaincre. J'ai arrêté d'essayer de convaincre qui que ce soit. J'ai commencé à faire des recherches en ligne après être rentré chez moi. J'ai trouvé des centaines d'histoires similaires, des milliers peut-être. Des gens qui avaient rencontré quelque chose dans la nature qui ne correspondait à aucun animal connu. Des empreintes de pas trop grandes et trop humaines pour être expliquées. Des sons qui n'appartenaient à aucune créature des guides de terrain. Des aperçus de silhouettes immenses et poilues se déplaçant dans les forêts sur deux jambes. Tous rejetés comme des canulars, des erreurs d'identification ou des imaginations trop actives. Mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais que ces créatures étaient réelles. Je sais qu'elles existent dans ces montagnes, vivant juste hors de vue, évitant les humains la plupart du temps. Mais parfois, pour une raison ou une autre, elles décident d'interagir, d'enquêter, de chasser. Et si vous avez le malheur d'être seul lorsque cela se produit, vous pourriez ne pas vous en sortir. Les gens penseront que je mens ou que je suis folle. J'ai fait la paix avec ça. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me croie. Je connais la vérité. J'ai survécu à quelque chose qui est censé ne pas exister, mais qui existe absolument. J'ai les cicatrices pour le prouver, visibles et invisibles. Et j'ai ces photographies que j'ai prises avant que le camping-car ne soit emmené à la ferraille. Les marques de griffes entaillées à 2,10 mètres de hauteur sur la carrosserie. 4 rainures parallèles, chacune assez profonde pour recourber le métal, faites par quelque chose d'une force phénoménale et aux griffes vicieuses. Je garde une de ces photos sur mon téléphone comme un rappel. Un rappel que j'ai survécu, un rappel qu'il y a des choses dans ce monde que la science n'a pas expliquées. Un rappel que certains endroits ne sont pas faits pour les humains. Certaines zones sauvages ont des habitants que nous ne comprenons pas, et ces habitants veulent que ça reste ainsi. Si vous envisagez un séjour en camping en solo dans une nature sauvage et isolée, je vous en prie, reconsidérez. Emmenez des amis, restez dans des campings établis. N'allez pas à 30 km de l'aide la plus proche. Et si vous y allez, si vous devez absolument vivre cette expérience d'isolement complet, faites attention aux signes avant-coureurs.
du bois de chauffage éparpillé que vous n'avez pas éparpillé, des empreintes de pas trop grandes pour être humaines, des bruits étranges dans la nuit, des coups sur du bois résonnant à travers les arbres. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des signaux que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas le bienvenu. L'évasion paisible que je cherchais est devenue la pire expérience de ma vie. Je suis allé dans ces bois épuisé et stressé, en quête de guérison et de clarté. J'en suis sorti traumatisé et changé à jamais, ayant vu quelque chose que la plupart des gens ne croient pas exister. Est-ce que ça en valait la peine? Ai-je gagné quelque chose de cette expérience à part des cauchemars et de l'anxiété? Absolument pas. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière et choisir une autre destination, ou mieux encore, un autre type de vacances. Certaines personnes recherchent ces observations. Elles vont dans les bois en espérant une rencontre, voulant être celui qui prouvera enfin que ces créatures existent. Je suis là pour vous dire que vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas vous retrouver face à face avec l'une d'entre elles. Vous ne voulez pas voir ces yeux intelligents vous fixer avec une intention inconnue. Vous ne voulez pas entendre ce rugissement de près, ou sentir cette puanteur écrasante, ou sentir le sol trembler alors que l'une d'elles vous charge. Elles sont réelles, elles existent, elles vivent dans les forêts profondes où les humains s'aventurent rarement. Et elles sont parfaitement contentes que ça reste ainsi. Elles ne veulent pas être trouvées, filmées ou étudiées. Elles ne veulent pas de contact avec nous. Et d'après mon expérience, lorsqu'elles interagissent avec les humains, l'interaction n'est pas amicale. Elles sont territoriales, agressives et bien plus intelligentes que n'importe quel animal n'a le droit de l'être. Elles travaillent ensemble, communiquent entre elles, développent des stratégies et exécutent des plans. C'est ce qui m'effraie le plus. Nous partageons ces forêts avec quelque chose qui pense, raisonne et choisit ses actions délibérément. Et nous n'avons aucune idée de ce qu'elles veulent ou de ce dont elles sont vraiment capables. Je n'ai plus jamais fait de camping depuis ce voyage. Je n'ai même jamais été tenté. Mes chaussures de randonnée sont dans une boîte au fond de mon placard, couverte de poussière. Mon matériel de camping a disparu, brûlé dans le camping-car ou jeté parce que je ne supportais pas de le voir. L'idée de passer une nuit dehors, même dans un camping bondé entouré d'autres personnes, me remplit d'effroi. Ces montagnes m'ont changé, et pas pour le mieux. Ce qui me hante le plus, ce ne sont même pas les attaques directes ou la peur que j'ai ressentie. C'est l'intelligence que j'ai vue dans ses yeux, la manière intentionnelle dont ils m'ont traqué, les tactiques coordonnées qu'ils ont utilisées, le fait qu'ils aient mis mon véhicule hors service pour me piéger là-bas. Ce n'étaient pas des bêtes sans cervelle agissant par instinct. Elles pensaient, planifiaient, communiquaient entre elles. Les créatures savaient ce qu'elles faisaient à chaque étape. Elles auraient pu me tuer dès la première nuit si elles l'avaient voulu. Au lieu de cela, elles ont choisi de me terroriser d'abord, de jouer avec moi, de me faire comprendre à quel point j'étais impuissante. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être voulaient-elles m'effrayer pour m'éloigner de leur territoire en guise d'avertissement aux autres humains. Peut-être qu'elles appréciaient la chasse. Peut-être qu'elles me testaient d'une manière ou d'une autre, étudiant mes réactions comme je les avais étudiées. Je ne connaîtrai jamais leur motivation. Je sais juste qu'elles étaient assez intelligentes pour en avoir. Voilà donc mon histoire. Voilà ce qui m'est arrivé dans ces montagnes de Virginie occidentale. Vous pouvez y croire ou non. Vous pouvez penser que je mens, que je suis folle ou traumatisée au point de créer de faux souvenirs. Je m'en fiche maintenant. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais que ces créatures étaient réelles. Je sais que j'ai à peine échappé à la mort. Et je sais que je porterai ces souvenirs, ces cicatrices, pour le reste de mes jours. Les marques de griffes que j'ai mentionnées au début, je les ai fait photographier par un professionnel avant que le camping-car ne soit complètement mis à la ferraille. Le photographe m'a demandé ce qui aurait pu faire des marques pareilles. Je lui ai dit que je ne savais pas, et il n'a pas insisté, mais j'ai gardé ces photos. Elles sont stockées à plusieurs endroits, sauvegardées sur tous les services de cloud que j'ai pu trouver, imprimées et conservées dans un coffre-fort ignifugé.
C'est ma preuve, mon témoignage que quelque chose s'est passé là-bas, quelque chose de réel. Regardez-les vous-même si vous en avez l'occasion. 4 rainures parallèles à 2,10 m de hauteur sur le côté d'un camping-car, gravées profondément dans l'acier automobile. Dites-moi quel animal fait des marques comme ça. Dites-moi comment un ours atteint 2,10 m de hauteur pour griffer un véhicule. Dites-moi comment j'ai imaginé des blessures qui ont nécessité 40 points de suture et un traumatisme psychologique qui me réveille encore en hurlant. Vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a aucune explication qui corresponde. Sauf la vérité, les créatures sont réelles, elles existent, elles sont là dehors dans ces forêts. Et si vous allez assez profondément dans la nature, si vous campez seul assez loin de la civilisation, vous pourriez les rencontrer aussi. Et je vous promets que si cela arrive, vous regretterez d'être resté chez vous. Vous regretterez de ne pas avoir écouté des histoires comme la mienne au lieu de les rejeter comme des fantasmes. J'ai failli ne pas m'en sortir vivante. Ces marques de griffes sur mon camping-car témoignent à quel point je suis passé près de ne pas m'en sortir du tout. Chaque jour, je suis reconnaissante d'avoir survécu. Et chaque jour, je me pose des questions sur les gens qui n'ont pas survécu. Ceux qui sont allés dans les bois et ne sont jamais revenus. Les randonneurs et campeurs disparus, dont les disparitions restent non élucidées. Je me demande combien d'entre eux ont rencontré ce que j'ai rencontré. Combien d'entre eux n'ont pas eu la chance de s'échapper. La nature est belle, mais elle n'est pas sûre, pas entièrement. Il y a des choses dans ces forêts profondes que nous ne comprenons pas. Des choses qui ne veulent pas être comprises, des choses qui nous voient comme des intrus sur leur territoire. Et ces choses ont des moyens de s'assurer que les intrus ne reviennent pas pour raconter ce qu'ils ont vu. Je vous dis cela comme un avertissement. Je partage mon histoire pour que peut-être, juste peut-être, quelqu'un d'autre soit plus prudent, que quelqu'un d'autre reconnaisse les signes et parte avant qu'il ne soit trop tard. Que quelqu'un d'autre survive à ce que j'ai survécu et rentre chez lui sain et sauf. Ne partez pas camper seul dans des zones isolées. Ne négligez pas les signes avant-coureurs. Ne supposez pas que vous êtes en sécurité simplement parce que vous êtes dans un véhicule ou que vous avez des armes. Quand elle décide d'attaquer, quand elle décide que vous n'êtes pas le bienvenu, rien de tout cela n'a d'importance. Votre camping-car ne vous protégera pas. Votre couteau ne vous sauvera pas. Votre seule chance est de reconnaître le danger tôt et de partir avant que les choses ne dégénèrent. C'est mon histoire. C'est mon avertissement. J'espère que vous n'en aurez jamais besoin. J'espère que vous ne vous retrouverez jamais seul dans les bois, à entendre des bruits étranges dans la nuit, à trouver des empreintes de pas massives autour de votre camp. Mais si c'est le cas, si vous vous trouvez un jour dans cette situation, souvenez-vous de ce qui m'est arrivé. Souvenez-vous que j'ai ignoré les signes jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Et partez, partez tant que vous le pouvez encore, parce que quelque chose est là dehors, quelque chose observe, et ce quelque chose ne veut pas de vous dans ces bois. Je pense parfois à mon père, au séjour en camping que nous faisions quand j'étais gamine. Il aimait la nature plus que quiconque que j'ai jamais connu. Il se sentait en paix dans les forêts d'une manière qu'il n'a jamais vraiment atteinte ailleurs. Je me demande maintenant s'il a déjà vu quelque chose, s'il a déjà rencontré quelque chose qui n'avait pas sa place. Il n'a jamais rien mentionné de tel, mais en même temps, qui l'aurait cru s'il l'avait fait? Peut-être y a-t-il des endroits dans la nature qui sont sûrs, des endroits où l'on peut encore faire l'expérience de la beauté de la nature sans risquer sa vie. Mais je n'irai jamais les chercher. J'ai eu ma dose de forêt, de montagne et d'isolement pour plusieurs vies. Je prends les rues bondées de la ville, la pollution lumineuse et le bruit constant de la civilisation. Au moins en ville, je sais à quel genre de prédateur j'ai affaire. Ma sœur m'a invité à faire du glamping avec elle l'été dernier. Un de ces complexes de camping de luxe avec des tentes préinstallées, de vrais lits et des branchements électriques complets, entouré d'autres clients et du personnel du complexe. Elle pensait que cela pourrait m'aider à surmonter mes peurs,
qu'une exposition positive au camping pourrait réparer une partie des dommages psychologiques de mon expérience. Je l'ai éconduite aussi gentiment que possible. Elle ne comprend pas et je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. Elle n'était pas là. Elle n'a pas vu ce que j'ai vu ni ressenti ce que j'ai ressenti. Pour elle, ma peur est irrationnelle, quelque chose à guérir avec une thérapie et une exposition progressive. Pour moi, c'est la chose la plus rationnelle au monde. Je sais ce qu'il y a là-dehors. Je sais ce qui arrive aux gens qui s'aventurent trop loin de la sécurité. Pourquoi risquerais-je de revivre cela, même dans un environnement contrôlé? Certaines peurs sont faites pour vous garder en vie. Certains instincts existent pour une raison. J'ai passé 10 jours à apprendre cette leçon à la dure et je n'ai aucune intention de la désapprendre. Le plus étrange, c'est que je rêve encore de ces montagnes parfois, et les rêves ne sont pas toujours des cauchemars. Parfois, je rêve que je suis de retour à mon campement cette première nuit, assise près de mon feu, regardant les étoiles apparaître à travers les trouées dans les arbres. Dans ces rêves, tout est paisible. Les créatures n'existent pas, ou si elles existent, elles restent cachées dans la forêt profonde où est leur place. Je me réveille de ces rêves avec un profond sentiment de perte, le manque de quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu. La paix que je cherchais en planifiant ce voyage m'échappe toujours. Le burn-out auquel j'essayais d'échapper a été remplacé par un autre type d'épuisement, une lassitude qui vient du fait de porter la peur avec soi partout où l'on va. J'ai échangé une forme de souffrance contre une autre, et l'échange n'a pas été en ma faveur. J'ai quitté mon travail à la clinique vétérinaire environ 6 mois après mon voyage. Je ne pouvais plus gérer le stress, ne pouvais plus faire face aux urgences et au poids émotionnel du travail. Certains ont supposé que c'était à cause de l'incident du camping, que j'étais trop traumatisé pour fonctionner normalement. La vérité est plus compliquée. Je pense que l'expérience dans ces montagnes m'a montré à quel point la vie est fragile, à quelle vitesse tout peut s'effondrer. Cela m'a fait réévaluer mes priorités, m'a fait réaliser que je me tuais pour un travail qui ne m'appréciait pas et qui me remplacerait sans une seconde pensée. Alors, j'ai fait un changement. Je travaille maintenant dans une animalerie, aidant principalement les gens à choisir des fournitures pour leurs chiens et leurs chats. Ce n'est pas aussi gratifiant que ce que je faisais avant, mais ça ne me détruit pas non plus à petit feu. Je peux dormir la nuit, du moins quand les cauchemars restent à l'écart. Je peux passer une journée sans avoir l'impression que les murs se referment sur moi. C'est une vie différente de celle que j'avais prévue pour moi, plus petite et plus calme. Mais peut-être que c'est bien comme ça. Peut-être que survivre est suffisant. J'ai toujours les photos de ces marques de griffes. Je les regarde parfois quand j'ai besoin de me rappeler que je ne suis pas folle, que ce qui m'est arrivé était réel. 4 entailles parallèles, à 2,10 mètres du sol, gravées dans le métal, par quelque chose d'une force incroyable. La photographe qui a pris les clichés professionnels pensait qu'elle provenait d'une sorte d'accident industriel. Elle a suggéré que j'avais peut-être frôlé quelque chose de tranchant en conduisant et raflé le camping-car sur une pièce de machinerie ou un rocher aux arêtes vives. Elle ne pouvait pas concevoir qu'un animal soit capable de faire de telles marques. Moi non plus, jusqu'à ce que j'en voie un de mes propres yeux. J'ai rejoint quelques communautés en ligne pour les personnes qui ont eu des expériences similaires. Nous sommes plus nombreux que vous ne le pensez, dispersés à travers le pays, gardant pour la plupart le silence sur ce que nous avons vu parce que nous savons comment les gens réagissent. Nous partageons nos histoires les uns avec les autres, comparons nos notes, essayons de donner un sens à ce qui nous est arrivé. Certaines personnes dans ces communautés inventent clairement leurs rencontres pour attirer l'attention ou pour s'amuser. Mais d'autres ont ce même air hanté que je vois dans mes propres yeux quand je me regarde dans le miroir. Ils ont vu quelque chose qui les a changés, quelque chose qui n'entre pas dans les catégories bien définies de la faune connue. Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons que les autres et la connaissance que nous ne sommes pas seuls dans nos expériences, même si nous nous sentions complètement seuls quand elles se sont produites. Parfois,
je me demande ce que les créatures ont pensé de moi. Je n'étais qu'une autre intruse humaine sur leur territoire, probablement pas la première et certainement pas la dernière. M'ont-elles vu comme une menace, une curiosité, un jouet avec lequel s'amuser? Je ne le saurai jamais. J'essaie de ne pas trop les anthropomorphiser, de ne pas projeter des émotions humaines sur des êtres qui ne sont clairement pas humains. Mais il y avait de l'intelligence dans ses yeux, et l'intelligence suggère une forme de vie intérieure, une manière de faire l'expérience du monde et de prendre des décisions à son sujet. Qu'ont-elles décidé à mon sujet? De me chasser, clairement, de me piéger, de me terroriser. Mais à la fin, elles m'ont laissé partir. Ou plutôt, je me suis échappé, mais elles auraient pu m'attraper si elles avaient vraiment essayé. J'étais blessé, épuisé, perdu sur leur territoire. Si elles m'avaient voulu morte, je le serais. Alors pourquoi suis-je en vie? Ont-elles décidé que je n'en valais pas la peine? Ont-elles obtenu ce qu'elles voulaient de la rencontre et se sont-elles désintéressées? Ou y avait-il une autre raison, quelque chose que je ne peux même pas commencer à comprendre? Je retourne ces questions dans ma tête parfois, pendant les nuits d'insomnie où les souvenirs ne me laissent pas tranquille. Je ne trouve jamais de réponse. La nature est belle, je le crois toujours, malgré tout. Le souvenir de ce premier coucher de soleil à mon campement, les étoiles apparaissant dans le ciel clair de la montagne, le son du ruisseau coulant sur des pierres anciennes, ces choses sont toujours belles pour moi, même si elles sont enveloppées de traumatisme et de terreur. Je déteste que quelque chose de si pur ait été corrompu dans mon esprit, que je ne puisse plus jamais ressentir la simple joie d'être seul dans la nature sans que la peur n'empoisonne tout. Les créatures m'ont pris ça, avec mon camping-car, mon sentiment de sécurité et mon sommeil paisible. Elles m'ont pris ma capacité à trouver refuge dans les endroits sauvages du monde. Et elles ne m'ont rien donné en retour, sauf des cauchemars, des cicatrices et la connaissance que les monstres sont réels. Je ne suis plus la même personne qu'avant ce voyage. Comment le pourrais-je? 10 jours de terreur ont laissé leur marque sur ma psyché de manière que je découvre encore. Je suis plus anxieuse maintenant, plus vigilante, plus encline à voir des menaces dans des situations innocentes. Je vérifie les serrures de mes portes plusieurs fois avant de me coucher. J'évite d'être seul après la tombée de la nuit. Je sursaute aux bruits inattendus et j'ai du mal à être dans des espaces clos qui me rappellent le camping-car. Ma psy dit que ce sont des réponses normales au traumatisme, qu'elles s'estomperont avec le temps et un traitement approprié. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'un jour je pourrai à nouveau marcher dans les bois sans que mon cœur ne s'emballe. Peut-être qu'un jour, je dormirai toute la nuit sans me réveiller en sueur froide, certaine que quelque chose tourne dans l'obscurité juste derrière mes murs. Mais j'en doute. Certaines expériences vous marquent à jamais. Certaines peurs deviennent une partie de ce que vous êtes. J'ai accepté que cela fera toujours partie de mon histoire, que ce sera toujours quelque chose que je porterai avec moi. J'espère juste qu'en la partageant, je pourrai aider quelqu'un d'autre à éviter le même sort. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci. Faites confiance à votre instinct. Quand j'ai trouvé ce bois de chauffage éparpillé pour la première fois, quand j'ai ressenti pour la première fois la sensation d'être observé, quand j'ai entendu pour la première fois ces bruits étranges dans la nuit, une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas. Une partie ancienne et primale de mon cerveau me hurlait de fuir, mais je l'ai ignoré. J'ai rationalisé. Je me suis convaincu que j'étais paranoïaque, qu'il y avait une explication logique à tout ce que je vivais. Et j'ai failli mourir à cause de ça. Si j'avais écouté mon instinct ce 3e jour, lorsque j'ai senti pour la première fois que quelque chose clochait, j'aurais pu remballer et partir en voiture pendant que mon camping-car fonctionnait encore. J'aurais pu éviter tout ce qui a suivi. Au lieu de cela, je suis resté et j'en ai payé le prix. Alors, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. Si vous avez l'impression d'être observé, c'est peut-être vrai.
Si vous trouvez des preuves de quelque chose de grand et d'inconnu près de votre campement, ne l'écartez pas comme une activité d'ours inhabituelle. Prenez-le au sérieux. Partez immédiatement. Ne vous inquiétez pas de paraître ridicule ou d'écourter votre voyage. Votre vie vaut plus que n'importe quelle vacances. La nature sera toujours là si vous voulez réessayer plus tard, de préférence avec des amis et dans une zone plus peuplée. Mais vous ne serez pas là si vous ignorez les signes avant-coureurs et devenez une autre personne disparue, une autre disparition non élucidée, une autre histoire que les gens rejettent parce qu'ils ne veulent pas croire aux choses qui nous font sursauter la nuit. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est mon expérience, mon avertissement, mon appel à quiconque lit ceci. Les créatures sont là dehors. Elles sont réelles. Et elles sont bien plus dangereuses que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. J'espère que mon histoire atteindra quelqu'un qui a besoin de l'entendre. J'espère qu'elle sauvera au moins une vie. J'espère qu'elle empêchera au moins une personne de faire les mêmes erreurs que moi. Parce que personne ne mérite de vivre ce que j'ai vécu. Personne ne mérite de regarder dans ses yeux intelligents et terrifiants et de réaliser qu'il est une proie. Personne ne mérite de passer le reste de sa vie hanté par les souvenirs de quelque chose qui n'est pas censé exister. Soyez prudents. Les forêts sont belles, mais elles ne sont pas vides. Quelque chose vit dans les coins les plus profonds et les plus reculés de la nature. Quelque chose qui n'apparaît dans aucun guide de terrain. Quelque chose qui observe, attend et chasse occasionnellement. Et si vous avez la malchance d'attirer son attention, vous feriez mieux de prier pour être assez rapide, assez intelligent et assez chanceux pour vous en sortir vivant. Parce que, si ce n'est pas le cas, personne ne saura jamais ce qui vous est vraiment arrivé. Vous ne serez qu'un autre randonneur disparu, un autre mystère non résolu, une autre entrée dans la longue liste des personnes qui sont allées dans les bois et ne sont jamais revenues. Je suis revenu, de justesse, mais je suis revenu. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que ça en valait la peine, que ma survie signifie quelque chose, même si ce quelque chose n'est que d'avertir les autres des dangers qu'ils refusent de reconnaître. Les créatures ne veulent pas être connues. Elles ont gardé leur existence cachée depuis qui sait combien de temps, vivant dans l'ombre du monde humain, nous observant depuis des forêts que nous pensons nous appartenir, mais qui, en réalité, ne nous appartiennent pas. Je ne peux pas prouver qu'elles existent. J'ai des photos de marques de griffes, des cicatrices sur mon corps et une histoire qui ressemble à de la fiction. Rien de tout cela ne constitue une preuve au sens scientifique du terme. Mais je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vu. Et je sais que je n'oublierai jamais ces yeux me fixant à travers la fenêtre de mon camping-car, me faisant savoir que j'étais complètement à leur merci. J'ai eu de la chance, plus de chance que je n'en avais le droit. Ne comptez pas être aussi chanceux que moi. C'est ma vérité, c'est mon histoire. Croyez-la ou non, quoi qu'il en soit, soyez prudents. La nature sauvage observe, et parfois elle vous observe en retour.